Hey there! Welcome to Get a Room, the podcast. This is your go to podcast about the vibrant world of hospitality. We will tell you everything about crafting unique hospitality brands, running cozy hotels, and creating iconic food and beverage experiences. And what are the secrets and strategies that make a perfect customer experience? We'll also dive into the world of graphic and space design and explain how they influence our experiences as guests. Join us as we explore the art of making people feel right at home, one episode at a time. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Caroline. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a commencé cette aventure-là de podcast en anglais et aujourd'hui on va faire un premier épisode un peu inédit en français parce qu'on est à Paris avec une magnifique vue sur le quartier de Montparnasse et la tour de Montparnasse. Bon, c'est un peu nuageux, mais ça reste quand même très très beau comme vue. Merci de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. Je ne sais pas si tu as suivi un peu l'aventure du podcast. C'est un peu un podcast qui rentre dans le milieu de l'hospitality de manière générale, sur la partie design, sur la création de marques, sur l'importance de l'architecture, l'importance de l'expérience, etc. On t'avait contacté parce que, on s'était rendu compte que tu connaissais Lucas aussi, avec qui vous étiez à l'école ensemble à l'époque. Et là, en fait, on est chez toi, en train d'enregistrer ce podcast. Donc, ça fait quoi? Ça fait 30 ans après? Ouais, facile. 30 ans après. J'ai du mal à le reconnaître. Ouais. Du coup, en fait, on va commencer par une petite introduction. Parle-nous de toi. Quelle est ton histoire, ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es arrivé à l'hospitality? Ok. Et voilà, sur quoi tu travailles en ce moment. On commencera par ça et après, on rentrera dans le détail sur d'autres sujets. Ok, ça marche. Je m'appelle Caroline, je suis architecte d'intérieur. J'ai commencé, en fait, après mes études d'architecture d'intérieur à Paris, j'ai pas eu envie de travailler en France, j'ai eu envie de partir aux États-Unis. Et donc, je suis partie à New York et j'ai fait mon premier stage un peu par hasard dans une grosse agence d'architecture d'intérieur qui s'appelait Rockwell Group, qui faisait de l'hospitality. Et j'ai adoré, quoi. Je suis tombée dedans. J'ai eu une super équipe, des super mentors qui m'ont formée, qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont fait aimer le métier. Et puis voilà, c'était parti, quoi. Donc, tu as commencé à New York. Ouais. C'est quand même stylé, ça. Ouais, c'est cool. Très chouette. Hein. Et tu avais fait une école de design d'intérieur, enfin d'archi d'intérieur à Paris. Exactement. Ok. Et c'était quelle école? Camondo, ok. Ouais. Et après, tu as eu ton diplôme, et tu es allé valider ton diplôme là-bas, et tu t'es lancé dans l'hospitality. Et comment ça s'est passé? En fait, ça faisait un moment que j'essayais de partir aux États-Unis et j'y arrivais pas pour des questions de visa. C'est les États-Unis. Donc, j'ai refait un deuxième master là-bas, ce qui m'a permis d'avoir un visa en scénographie. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu avoir un stage, d'abord avoir un visa, ensuite arriver là-bas, trouver un stage et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Ok, donc arrivé à Rockwell, agence d'archi spécialisée dans l'hospitality, ou juste l'hospitality en faisait partie? Non, alors au départ, quand je suis partie à New York, je voulais juste expérimenter une manière différente de travailler, vivre autre chose. J'y étais déjà allée et je m'étais promis d'y retourner un jour. Ouais. Et c'était le moment. Sans regret? Ah non, je suis partie pour 1 an, j'y suis restée 5. 5? Ah oui, ok. Donc ça m'a plu. Et du coup, t'es rentré pour continuer à exercer ici, ou c'était parce que, encore une fois, une question de visa? Non, j'avais le visa qu'il fallait. Enfin, j'ai eu plein de visas différents. Mais au bout d'un moment, j'ai eu envie de rentrer, d'être à la maison. Et grand bien m'en a pris parce que je suis rentrée 3 mois avant le Covid. Donc je pense que j'étais mieux ici que là-bas. Ouais, bon, le timing te donne raison. Ok, donc moi j'ai une question là qui me vient à l'esprit, c'est quelles sont les différences culturelles quand tu commences à travailler aux États-Unis et en France, bien entendu, sur notre domaine? De manière générale, ça n'a rien à voir. Ouais. Déjà, les Américains sont quand même vachement plus optimistes, positifs que nous.
Ouais, Oui. comment? Non. Les anglo-saxons, je sais pas, mais moi j'ai vu une grosse différence où en France on est toujours très critique des choses et surtout en architecture d'intérieur. Je veux dire, je fais pas des maths, donc c'est pas, j'ai pas un résultat qui est vrai ou qui est faux. Ouais. Je fais des propositions et c'est subjectif. Bon, il y a des choses plus ou moins logiques, plus ou moins bien, mais ça peut plaire ou ne pas plaire. En France, c'est tout de suite ah non, mais ça va pas. On a l'air intelligent quand on critique, alors qu'aux États-Unis, on a l'air intelligent quand on contribue. Ouais. C'est pas faux, ouais. Donc les anglo-saxons, c'est un peu, de manière générale, oui, c'est un peu comme ça. Sans doute. Ouais. Donc ça m'a bien plu. Le fait qu'on est tous we're in this together. Donc ma boss partait jamais avant moi le soir, même s'il était 11h du soir. Ah oui, ok, donc il y a un côté un peu solidarité. Ouais, pas comme ici. Pas toujours. non, mais on va pas critiquer, on adore. Ouais. Mais en fait, parfois, la critique, moi, Alors après, sur le biais culturel, c'est que la critique, je trouve que parfois, c'est peut-être constructif, c'est que ça te pousse à aller plus loin. Oui. Mais parfois, si c'est juste un jugement de valeur, bah, en fait, tu as envie de dire, bah, en fait, merci, mais super de ta contribution. Non, je pense qu'on allait plus loin, mais ensemble. Et ça, c'était chouette. Ouais, ça, c'est chouette. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est, par exemple, en fait, le mode de travail, donc au-delà de l'attitude culturelle, le mode de travail, quand on pense à un concept, une idée, etc., est-ce qu'on pense très vite, très gros, ou on fait un test and try Ouais, alors l'autre différence, c'est que aux États-Unis, il y a peu de bâtiments anciens. Donc en fait, tout est possible. Il faut créer des décors du début à la fin. Ouais. On arrive dans des coques vides en béton avec 3 colonnes et il faut y aller. Alors qu'en Europe, on a des bâtiments qui ont déjà un tel vécu, une telle architecture on le prend beaucoup plus en compte. Donc en fait, parfois, il suffit de garder l'existant et de rajouter 2-3 éléments et ça fonctionne déjà. Alors que aux États-Unis, il faut tout créer de A à Z. Quoi. Donc c'est vrai que c'est pas la même approche. Du coup, c'est beaucoup plus... et puis peut-être un peu plus décomplexé sur y aller à fond dans le concept. Quoi. Okay. Ils ont pas peur du kitsch. Ouais. Ça on l'a vu en allant là-bas, je pense. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Ça permet d'aller plus loin parfois. Mais du coup, moi, ce que j'entends, c'est que tu dis, en fait, ils sont pour la prise de risque, mais parce qu'il y a aussi, est-ce que c'est aussi lié au fait que les bâtiments sont neufs, etc., alors qu'ici, on a un héritage et que tu dis, on te donne un bâtiment, on te dit, en fait, c'est un haussmannien, il est pratiquement classé, donc tu ne peux pas trop tout casser dedans, tu ne peux pas le raser. Non, puis ça vaut le coup. C'est ça. Il y a des choses qu'il faut mettre. Mais ça rend le travail peut-être un peu plus complexe ou pas. Non, c'est pas plus complexe, c'est différent. Ouais. C'est deux manières d'aborder les choses différentes. Je dirais qu'ici, on a tendance à partir du bâtiment et de l'existant pour créer un projet, alors que là-bas, on part d'une page blanche. On part d'une idée, et ici, on part d'un bâtiment. Ça, c'est intéressant, ça, parce que nous, on se pose la question avec Lucas aussi, c'est un peu c'est pas la contradiction, mais en fait, c'est la réalité du métier, c'est que on part du principe que sur le marché en France, en fait, tu as très peu de nouvelles bâtisses qui se créent. Donc, quand tu veux créer un hôtel ou un resto, forcément, tout est déjà existant. Donc, en fait, l'idée doit s'adapter au bâtiment. C'est de la rénovation. C'est plutôt de la rénovation, effectivement. Tu travailles que sur du bâti plutôt que on va te dire, en fait, tu vas créer un club med géant au milieu de nulle part. Donc, ça arrive très peu souvent. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, New York... Paris depuis combien de temps ? Depuis 2020, du coup, 4 ans. Depuis 4 ans, ok. Donc 5 ans à New York, 4 ans à Paris, donc plus ou moins on va arrondir à 10 ans. Tu as dû travailler sur beaucoup de projets. Ouais. Si tu dois en retenir 3. Et tu nous expliques pourquoi. Le premier, je dirais le restaurant d'Anne-Sophie Pic à Dubaï. Ok. Ça me paraît assez évident. Donc c'est un projet que j'ai fait pour Rockwell Group. J'ai été en charge du design en fait. Est-ce qu'elle est sympa, Anne-Sophie Pic ? Alors je l'ai jamais rencontrée, on a rencontré son équipe. Qui est très sympa, mais on sent à travers son équipe que il y a quelque chose de sympa. qu'elle est vraiment sympa. Trop bien.
En fait, il y avait 4 restaurants de chefs à dessiner dans une nouvelle tour à Dubaï. Et comme j'étais française, on m'a donné le resto français. Ouais. Anne-Sophie, Caroline, allez, ça, ça match. Voilà, Des autres restos. Pardon ? Tu te souviens des autres chefs ? Ouais, alors les autres chefs, il y avait Bolan, qui sont 2 chefs thaïlandais, avec une étoile. Il y avait... Lucas a posé une colle. Non, il y avait un chef espagnol et Tetsuya, un chef japonais. Et le nom du chef espagnol m'échappe, évidemment. Paco Morales. Ok. Paco Morales, voilà. On ira à Dubaï faire le 4 pour y aller suivre. Voilà, non, et c'était... On mettra en note de frais. Non, c'était déjà une opportunité en or de travailler sur ce projet, de rentrer dans l'univers de cette chef qui est la chef la plus étoilée au monde. Ouais, fierté française. Fierté française, une des rares femmes aussi c'est vrai. à être à ce niveau-là. C'est vrai. Et ce qui était intéressant, c'est que voilà, elle a déjà pas mal de restaurants, elle a déjà une marque, donc il fallait composer avec ça, rester dans l'ADN de sa marque, mais s'adapter au pays, au contexte, parce qu'elle fait ça avec sa cuisine, en fait. Elle a son savoir-faire, ses idées, ses recettes, et à chaque pays où elle s'implante, elle s'inspire aussi des ingrédients locaux. Donc voilà, on va pas copier-coller Anne-Sophie Pic Paris à Dubaï. Ouais. Ça n'aurait pas de sens. Ouais, c'est intéressant. Et en fait, comment, du coup, ce que moi, ce que je vois, enfin là, ce que j'entends, c'est Anne-Sophie Pic, c'est une artisane de la cuisine, voilà. Comment tu traduis en fait ça en intérieur ? Alors, ce que j'ai choisi de traduire en intérieur, c'est justement de raconter l'histoire de son implantation à cet endroit. Donc j'ai choisi de parler plutôt d'Anne-Sophie Pic dans ce contexte. Ouais. Donc de créer une oasis, parce que voilà, Dubaï c'est le désert. Ouais. Créer une oasis féminine dans le désert Sympa. de Dubaï, enfin, dans une tour. Donc faut savoir aussi que son logo c'est une pivoine. Il y a quelques éléments qu'il faut retrouver dans l'espace terre de marque. C'est donc la pivoine, le rose, quelques éléments comme ça. Et donc on est parti sur le motif du pétale et on l'a décliné un peu partout dans l'espace. Sur le mobilier, on a fait une canopée au-dessus du bar comme une végétation. Et il y a aussi le cristal de baccarat. Elle, dans tous ses restaurants, elle a des petites lampes en cristal de baccarat. Ça, c'est sa marque, ça fait partie de sa marque, son image de marque. Et c'est vrai que l'espace était très très haut sous plafond, très très grand. Donc je me suis dit que les petites lampes allaient être un peu perdues sur les tables et on l'a transformée en une immense casquette de bar en verre coupé pour rappeler cet élément de marque, mais le transformer à la hauteur de Dubaï en fait. Ouais, non, bigger is better. Ouais. Ok, donc c'est intéressant. Il y a quelque chose que tu as dit, je pense que c'est passé un peu inaperçu, tu as dit Anne-Sophie Pic marque. Nous, on travaille sur les marques, donc en fait, pour nous, c'est un peu notre playground. Donc, l'importance de la marque dans ce projet-là, comment ça se passe ? Est-ce que, par exemple, vous avez de la liberté ou est-ce que vous avez un brand book de 356 slides et vous devez l'appliquer ? Non. Comme je viens de le dire, on avait 3-4 éléments, donc la pivoine, le rose et le cristal de baccarat. Et tout le reste est en dehors de interprétation. ça, on était libre. Ok, trop bien. Avec des allers-retours, évidemment, on ne travaille pas dans notre coin jusqu'à ce que... Tada J'aime pas. Mais, donc ça, c'est le premier, Anne-Sophie Pic Dubaï. Donc ça, c'est top 1 ou top 3 ? Ça, c'est top 1. Top 1, ok. Ouais. T'aurais dû faire à l'envers, en fait. Oui, mais bon, c'est le premier qui me vient à l'esprit. En 2, peut-être l'Intercontinental de Sydney. Donc c'est l'hôtel, l'hôtel Intercontinental de Sydney. Donc là, on a travaillé en équipe, toujours chez Rockwell, sur les chambres, le rooftop bar, le lobby, le speakeasy. C'est un bâtiment immense. Et c'était assez chouette d'être, encore une fois, dans un contexte complètement différent, qui est
Sydney, ville de surfeurs. Voilà, les Australiens sont très proches de la nature, donc là, notre projet était plus axé comment faire rentrer la nature dans le bâtiment. Ok. Des hôtels qui sont souvent assez énormes. Ouais, c'est une tour monstrueuse. Intercontinental, c'est rarement des petits boutiques hôtels. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est comment tu réinterprètes du coup, parce que Intercontinental, j'imagine là pour le coup, c'est à l'américaine, ils ont un gros brand book et tu le suis, ou pareil, ils te laissent un peu de... Non, pas tellement. Ah bon, ok. Mais j'en apprends des choses. Ouais, personne n'a de brand book, donc en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est des brand books. Non, en fait, si tu veux, nous, on est force de proposition. Ils ont des gammes, c'est-à-dire que voilà, avec le nombre d'étoiles, il y a des éléments qu'il faut avoir, c'est encore une checklist qu'il faut avoir dans les chambres, etc. Et puis voilà, on connaît la gamme de ce type d'hôtel, donc on sait que le bar il sera en marbre, que voilà, faut utiliser des matériaux un peu haut de gamme. Mais après, en termes de brand book, je pense que en fait, c'est un peu terminé le temps où les hôtels étaient tous pareils d'un pays à l'autre, ou d'une ville à l'autre. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de s'adapter à son contexte. Et quand les gens voyagent, ils veulent savoir qu'ils sont là où ils sont. Et quand les gens vont dans un hôtel dans leur ville, ils veulent se sentir bien dedans et pas avoir l'impression d'être dans un endroit impersonnel qui est dupliqué partout, à droite à gauche, quoi. Ouais, donc en fait, c'est... Pardon, vas-y. Donc il y a des éléments peut-être de marque que tu retrouves, mais l'ambiance est différente à chaque fois et c'est ça qui est intéressant. Donc là, ce que tu dis, moi ce que je comprends, c'est qu'en fait là aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience des groupes hôteliers, des marques, pour être moins standardisés et s'adapter à la spécificité culturelle de l'endroit où ils s'implémentent. Et tu penses que ça se fait de plus en... Enfin, est-ce que tu penses que tous les groupes hôteliers pensent ça? Ou est-ce que c'est en cours d'être opéré? Ou est-ce que... Parce qu'en fait, moi, d'expérience, j'ai l'impression que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on est passé à ça et après, on est en train de revenir sur autre chose. C'est que, par exemple, je prends toujours l'exemple du Hoxton, c'est pour moi les hôtels les plus réussis, les hôtels contemporains les plus réussis, les mieux réussis aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, un Hoxton Paris, Amsterdam, Londres, Bruxelles, c'est à peu près la même chose. Mais parce qu'ils ont réussi à créer un style. Je suis d'accord. C'est à peu près la même chose, mais ça ne se ressemble pas visuellement. Non, ça c'est vrai, ouais. Mais donc, tu sens une vibe. Il y a une... C'est un peu ce que je disais quand je disais, tu peux retrouver des éléments de marque, mais c'est pas toutes nos chambres sont bleues et blanches avec de la moquette grise. Ça, c'est fini depuis longtemps, quoi. Donc, et je pense que, tu vois, si tu prends le Hoxton Paris, ils ont gardé des éléments qui sont extrêmement parisiens, la cour en pavé... le petit bar avec des boiseries que tu retrouves pas dans un Hoxton New York ou ailleurs. Et ça, parce que effectivement, ça rejoint ton point du tout début. Tu vois, comme quoi je suis concentré. C'est le fait qu'on respecte les bâtiments dans lesquels on travaille. Mais si c'était un Hoxton, je sais pas, à Brooklyn, non, mais Brooklyn, en fait, tout est construit. En Hoxton, dans un endroit aux États-Unis qui doit construire un immeuble. Après, peut-être qu'en fait, ils font que dans du bâtiment déjà existant. Non, moi j'ai vu le Hoxton Williamsburg se créer de zéro. Mais il y avait une vibe Hoxton et il y avait une vibe Williamsburg. Ils ont réussi. Ils ont quand même. Ils sont quand même forts. Hein. C'est conclusion. On retrouve de la brique, on retrouve des éléments du contexte local. Dans cet hôtel-là particulièrement. Non, c'est vrai. Parce que moi, je vois celui de Bruxelles. En fait, le principe qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait une ancienne tour IBM qui ressemble à peu près à, en moindre mesure à la tour Montparnasse. Elle est beaucoup moins haute, mais genre c'est un peu la même forme. Je sais pas comment on appelle. À tes souhaits. Je sais pas comment on appelle ça, cette forme-là. Je sais pas comment bref, voilà. C'était la tour IBM et ils ont construit le Hoxton dedans. Donc en fait, elle fait quand même, je pense, 25 étages ou 30 étages. Et ils ont découpé ça. Il y a une agence de com, le groupe WPP, qui ont pris leurs locaux là. Et il y a le lobby plus le coworking qui sont sur le premier, deuxième, troisième étage. Et après, tu as les bureaux de l'agence. Ensuite, tu as les chambres. Et après, tu as le rooftop avec un resto, etc. Et effectivement, quand tu vois à l'intérieur, en fait, ils ont, pour le coup, moi, je trouve qu'ils ont
pas spécialement réussi l'exercice de capter la vibe Bruxelles. Ok. En fait, ils sont venus en mode on fait le Hoxton. Ouais. Mais du coup, j'imagine qu'ils n'ont pas senti de vibe. C'est dommage parce qu'il y en a des choses à Bruxelles. Ouais, non, mais je sais, non, mais moi j'y vis. Hein. C'est pour ça que je me dis, en fait, quand je vais à je suis allé à celui d'Amsterdam, à celui de Paris, enfin, je les ai visités, hein, et celui de Shoreditch à Londres. Ouais. Et les 4, je trouvais qu'il y avait un truc, tu sentais la ville. Ouais. Là, le quartier où ils se sont implémentés, je pense que c'était vraiment par pure opportunité. Ouais. Et c'était pas ça. Après, l'intérieur est magnifique, hein. Ouais. Mais le fait, comment tu fais pour arriver jusque-là, etc., c'était pas, je trouvais pas que c'était... Après, voilà, c'est un aparté. Ouais. Voilà. Troisième projet. Troisième projet. Donc jusque-là, t'as mis que des gros trucs. Hein. Ouais. Bah, troisième projet, du coup, je vais redescendre un peu en échelle, mais je dirais le dernier projet que j'ai ouvert à Paris, c'est un restaurant perse. Ah, j'ai vu passer ça, ouais. Et alors, c'était complètement différent parce que, effectivement, maintenant, je suis à mon compte, je travaille toute seule pour des clients beaucoup plus petits, mais du coup, c'est beaucoup plus personnel. Ouais. Voilà, Rod et Arthur, ils ont la trentaine. Moi, je me suis vachement attachée à eux parce que c'est leur bébé. Voilà, ils sont en reconversion. Ils ont ouvert ce restaurant. En fait, ils se connaissent depuis la maternelle. Rod est perse et Arthur pas. Et il s'était toujours dit qu'ils ouvriraient un resto ensemble avec les recettes de la maman de Rod. Oh, c'est trop bien. Et c'est trop mignon. Quoi. Ouais. C'est où le resto ? C'est dans le 9e à Notre-Dame-de-Lorette. Notre-Dame-de-Lorette, ok. Et c'était une super aventure de les accompagner. Et là, ils ont ouvert ? Ils ont ouvert, okay. ouais. Et comment vous avez travaillé ensemble, du coup, sur le projet ? Comme c'était la première fois qu'ils faisaient ça et pas moi, je les ai un peu drivés. Ils avaient plein d'idées, ils sont très créatifs. Et du coup, mon travail, ça a plus été de cadrer et de trouver un fil conducteur, une histoire à raconter dans leur espace, que vraiment de trouver des idées. Ils avaient déjà tout ce qu'il fallait. Ouais, les idées, généralement, c'est ce que dit Lucas aussi. C'est les idées, je pense que tout le monde a des idées, elles sont bonnes, pas bonnes. Ça, c'est une idée que tu vas trouver bonne là, tu vas la trouver moins bonne ailleurs, mais c'est juste le principe du contexte. Mais comment tu les rends vivantes ? Et comment tu les mets en scène dans l'espace ? Parce qu'ils avaient... au début, ils avaient beaucoup d'idées sur ce qu'ils voulaient revisiter, moderniser le restaurant perse. Aujourd'hui, un restaurant perse, c'est un peu comme un restaurant indien, c'est hyper kitsch. Donc, ils voulaient donner une image jeune et moderne. Et comment on fait ça ? Parce que c'est vrai que l'univers oriental, perse, c'est chargé, quoi. Donc, il faut arriver justement à... capter les bons éléments qui vont faire... Ok, trop bien. Donc, on est parti de Anne-Sophie Pic à un resto à Notre-Dame-de-Lorette, mais avec le même plaisir à faire. Comment s'appelle le resto d'ailleurs ? Namak. Lucas fait du fact-checking. C'est effectivement, ça a été fait. Ouais. Il vérifie et c'est très bon. Mais c'est très bon. Ça a l'air en tout cas très bon. De manière générale, ton expérience t'a mené à travailler sur des projets qui sont divers, complexes, moins complexes, avec un peu partout dans le monde. Il y a quand même l'essence même de ton travail, c'est le design d'intérieur, l'architecture d'intérieur. Je vais te poser une question assez ouverte et volontairement. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est une question ouverte mais très orientée, hein, tu vois. Pourquoi tu penses qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'intérieur, le design d'intérieur ou le design de manière générale prend de plus en plus de place dans l'hospitality ? Je pense qu'aujourd'hui, avec d'une part les réseaux sociaux, d'autre part l'exigence des clients qui voyagent et qui voient beaucoup de choses, on peut plus juste ouvrir un resto ou un hôtel en repeignant les murs et puis basta. Il y a beaucoup de concurrence, il faut pouvoir se démarquer, il faut pouvoir attirer les clients une première fois. Après, si c'est bien à l'intérieur, les clients reviennent. Mais je pense que ce premier contact, il est quand même très visuel et très dans l'atmosphère du lieu, en fait. Ouais, c'est vrai. La semaine dernière, on avait parlé à Com, qui lui travaille chez HBA à Hong Kong. Et il avait dit un truc qui était assez intéressant, c'était En fait, il y avait deux choses. Toi, tu avais dit une fois
la première fois quand on s'était parlé, tu avais dit une notion qui était assez intéressante, c'était le marketing de l'espace. Ouais. Et lui, il avait dit, en gros, c'était le marketing des émotions. Ouais. En fait, c'était en anglais, du coup, il disait I want to ignite feelings. Quand les gens rentrent, ils se sentent... Et nous, en fait, ce qu'on commence à se dire avec Lucas, c'est que, est-ce que toi, tu as une notion de marketing de l'espace, des espaces ou de l'espace, et le côté de créer des émotions. En fait, moi, c'est ça qui me fascine un peu dans ce métier-là, c'est comment tu arrives, autant dans la pub, quand je travaille dedans, etc., je sais comment le faire, tu fais la bonne phrase, la bonne larme, ça marche. Autant, quand je rentre dans un espace, j'arrive toujours pas à me dire pourquoi je me sens bien dans un endroit et pas dans un autre. Il y a plein de facteurs. Voilà. En fait, je fais pas un métier compliqué, je fais un métier complexe. Il y a plein de petits facteurs qui rentrent en jeu. Et c'est comme un puzzle, il faut bien les assembler pour que ça fonctionne. Il y a un facteur, c'est le storytelling dans l'espace. C'est de raconter une histoire. Donc ça, c'est très important pour moi et c'est comme ça que je fonctionne. Je commence toujours par trouver un fil rouge, une histoire à raconter, parce que je trouve que ça crée des espaces cohérents qui s'adressent à tout le monde, qui effectivement parlent aux émotions. Et je c'est un blanc total. Mais ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le confort. Y a des lieux où la circulation fonctionne pas, ou au contraire les assises sont super confortables. En fait, tu dois t'adresser aux 5 sens. Et c'est pour ça que c'est difficile à percevoir, parce que on a l'habitude de commencer par regarder. C'est la première chose qu'on voit, mais pareil, un lieu qui est trop bruyant, ça marche pas. Ou peut-être que ça marche pour ce type de lieu. Un lieu où ça sent il y a une cuisine ouverte et ça sent la cuisine, pareil, ça marche pour un type de lieu et pas pour d'autres. Donc c'est vraiment de plonger... c'est une immersion, donc ça doit s'adresser aux 5 sens. Et après, avec les matériaux, les couleurs, les niveaux de confort, l'histoire que tu racontes, tu fais voyager les gens. J'avoue, j'arrive toujours pas à saisir, mais en fait, je trouve que c'est hyper fascinant, parce que quand admettons, là, on est rentré chez toi, moi, je me sens bien. Je me dis, en fait, parce qu'il y a quand même un travail qui a été fait. Est-ce que c'est sur l'aménagement ? Enfin, oui, il y a l'aménagement, certainement, mais ça, c'est la base. Mais par exemple, est-ce que, tu vois, genre, il y a des appels de couleurs, là je vois qu'il y a une espèce de tapisserie accrochée, il y a des petits meubles qui sont... En fait, est-ce que c'est parce que c'est à mon goût que je trouve ça forcément plaisant, ou est-ce que en fait, t'arrives à faire quelque chose où tout le monde, genre, si on a des goûts, admettons, différents, Lucas et moi, on va rentrer dans un endroit, on va se mettre d'accord dessus. Alors, c'est sûr que c'est subjectif et on peut pas plaire à tout le monde. Mais quelque part, c'est bien, parce qu'il faut s'adresser à sa cible. Et quand on vend à tout le monde, on vend à personne. Quand tu racontes une histoire cohérente, tu mets quand même les gens d'accord. Je vais prendre un exemple, parce que c'est quand même plus simple que de parler de manière théorique. Sauf quand même Sophie Pic met tout le monde d'accord. Peut-être. Par exemple, chez Namac, l'histoire qu'on a voulu raconter, c'est la street food des marchés perses. Donc emmener, faire voyager le visiteur dans un marché perse. Alors, comment on mange dans un marché perse assis sur un tapis perse ? Donc on a pris ce motif et on l'a réutilisé dans l'espace. Alors évidemment, on ne demande pas aux gens de s'asseoir par terre à Paris, mais c'est utilisé comme un tissu sur les banquettes, sur le bar. Les marchés perses, ils ont une architecture qui est très particulière, avec des arches en briquettes un peu ocre. Donc on n'a pas utilisé des briques, mais on a utilisé la couleur et le matériau sur les murs, avec une argile griffée, pour rappeler cette ambiance-là, chaleureuse, un peu vibrante. Voilà, pareil, il y avait 2 espaces dans le restaurant initial, qu'on a séparés pour faire vraiment deux ambiances distinctes, par un sas avec des arches. Donc voilà, en fait, chaque élément vient mettre en scène l'histoire générale. Et donc c'est vrai pour des éléments de design purement décoratif, on va dire, et c'est vrai aussi pour du fonctionnel. Et c'est quoi la bonne balance du contre-fonctionnel parce que tu peux
très bien te retrouver dans un endroit où c'est hyper fonctionnel, Ouais. type design mid-century, mais tu rentres et tu te dis, bah en fait c'est trop bien, parce que ça remplit des fonctions, mais il n'y a pas d'émotionnel dedans. Bah si, Mid-Century, ça raconte quelque chose. Pas, Non, moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est hyper fonctionnel mais voilà, Alors, pour moi c'est une lampe, t'allumes, ça s'allume quoi. C'est pas... Bah, ça dépend, ça dépend quoi et pour qui. Ouais. Non, et l'important c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Si tu as un lieu trop fonctionnel et pas assez esthétique, bah, ça peut être froid ou, Ouais, je vois ce que tu veux dire. ou pas agréable. Si tu as un lieu qui est que esthétique et pas fonctionnel, tu vas vite te rendre compte. En fait, la fonction, elle doit pas se voir. Mais elle doit être là. Ouais. Parce que si ça marche pas, Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. si le serveur peut pas accéder aux tables, tu t'en rends très vite compte. Ouais, c'est ce que nous disait Steve au premier épisode. Il disait le resto, je sais plus si c'est quel... Entre l'accueil et les tables, pardon, ouais. L'accueil dans un des restos, en fait, au moment où tu arrives au resto, tu donnes ton manteau. La personne qui l'a amené au vestiaire devait faire un espèce de détour qui durait 4-5 minutes et toi t'attends jusqu'à ce qu'on te place à ta table. Ouais. Et en fait, le parcours de cette personne était extrêmement mal fait. Ouais. Donc tu as les 5-6 premières minutes d'attente un peu bêtement devant ton resto qui n'ont aucun sens. Et apparemment, tu étais au milieu des gens qui mangeaient. Oui. Et, du coup, en fait, il y avait des gens qui mangeaient, toi, tu étais à côté. Quoi. Ouais. Mais ça amène à un point qui est important, c'est que quand tu fais justement, on en parlait en Europe, des rénovations et que tu t'adaptes à des lieux, tu as énormément de contraintes que tu vas pas avoir sur du neuf et réussir à créer des parcours clients, créer des parcours de staff dans des lieux où on t'a déjà imposé les murs, on t'a déjà imposé les portes, les espaces de stockage, etc. C'est encore un plus grand défi que de partir de zéro, je pense. Ça toi de nous confirmer ça, mais... Ça peut. Ça peut, mais ça dépend. Le neuf, il y a aussi toujours une colonne là où il faut pas. Ouais. Donc, bon. Ah, du coup, tu veux dire qu'il y a encore des erreurs de conception qui se font alors qu'elles pourraient être évitées? Oui. Ouais. Peut-être parce que tout n'est pas conçu dès le départ en pensant hôtel ou en pensant... la tour à Sydney peut-être n'était pas conçue pour faire un intercontinental de base. Si, c'était déjà une rénovation, c'était déjà un intercontinental. Oui, mais mais ça aurait pu être un Four Seasons ou ça aurait pu chacun veut y aller de sa touche et ton truc. J'ai une question qui me vient là parce qu'on parlait d'émotion, fonction. En fait, j'ai l'impression que c'est des cours de marketing. Que j'ai eu. J'ai une question qui est assez directe. Ouais. Est-ce que tu penses que l'intérieur doit être pensé avant la marque ou la marque avant l'intérieur? Et je ne prendrai pas ça dépend comme réponse. Ça dépend. Ah, la provoque. Pardon. Non, mais si tu as déjà une grande marque, genre Intercontinental, c'est déjà une grande marque. Ouais. Évidemment, tu vas penser la marque avant de penser l'intérieur. Mais à chaque établissement, tu peux réfléchir à comment la marque s'incarne dans cet établissement. Ouais. À l'inverse, Namac, ils n'avaient pas de marque avant de venir me voir. Ouais. Et donc, on a créé la marque ensemble au moment de la création du restaurant. C'est-à-dire qu'ils avaient plein d'idées de valeurs de marque. Mais c'est en développant le storytelling de l'intérieur qu'on a créé ensemble leur marque. Ok, trop bien. Donc en fait, il n'y a pas de règles. En gros, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas de... Les deux chemins sont possibles. Il y en a un qui, une fois que tu as fait un proof of concept qui fonctionne, tu peux, si tu le dupliques, c'est là où ça devient une marque. Ouais. Comme tu peux venir avec une idée, tu te dis, mon nom c'est ça, mon logo c'est ça, mon identité graphique c'est ça, et je veux l'adapter à l'intérieur. Et alors, je vais aller plus loin. Chez Namac, on a commencé par l'architecture d'intérieur, et moi je travaille en partenariat avec une graphiste. Ouais. Avec qui on a développé, elle a développé le logo, l'identité graphique, après avoir vu mes moodboards d'intérieur. Ok. Donc, et ça aurait pu se passer dans le sens inverse, ou pas? Et ça aurait pu se passer dans le sens inverse. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Mais j'imagine que la graphiste, si on lui pose la question, elle va nous dire, je préfère que ça se passe comme ça. En réalité, non, on a vraiment travaillé ensemble au début du projet, et c'était hyper sympa, et pour elle et pour moi.
En fait, vous faites tous les deux un métier visuel, donc forcément, Ouais. Puis vous on avez se complète, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, par exemple, sur Namac, est-ce que quand tu fais de l'architecture d'intérieur, tu penses aussi comment on pourrait appeler ça? C'est à l'expérience utilisateur, enfin l'expérience client, du coup. Mhm. Est-ce que vous pensez, par exemple, à ce que vous allez mettre, ou est-ce que ça, c'est les fondateurs qui ont pensé à ça, par Mhm. exemple, quand tu parlais des Christo Baccarat Mhm. chez Anne-Sophie Pic. Est-ce que ce genre d'attention-là, eux, ils y pensent, ou c'est toi qui viens en suggestion auprès d'eux? Les deux. Là, il y avait déjà pas mal de choses dans l'architecture, Ouais, ok, donc je l'ai pas fait, mais ça pourrait. ok, ok, trop bien. Mm. Et ben, je pense que. Est-ce que Lucas, toi, tu as des choses à. Sur cette partie-là, non? Ouais. Non, non. On passe à la troisième partie, qui, pour moi, en fait, c'est ce que j'adore le plus, hein, c'est de parler de l'avenir, du futur. Ok. De ton expérience, là, ça fait maintenant quoi, une dizaine d'années que tu travailles, Ouais. avec un parcours qui est assez incroyable. Travailler sur des restos à Dubaï, à Sydney, à New York, etc. C'est quand même assez chouette. Donc, tu en as vu des choses, tu en as entendu des choses. Mhm. De ton point de vue là, si on regarde là avec cette belle vue qui est en face de ton salon, quelle est d'après toi aujourd'hui les futures tendances, la manière dont l'hospitality va se révolutionner, réinventer? On a eu un débat assez vif avec Lucas comme la semaine dernière, et je pense qu'il en peut plus de moi, mais c'est pas très grave. Mais tu vois, en fait, typiquement, je te donne juste un exemple, c'est que moi, le côté yield management sur les pricing, quand tu mets des chambres d'hôtel plus chères ou moins chères, ou plus Mhm. chères, comme les billets de train, les billets Ouais. d'avion, etc., je pense que ça a plus trop sa place. Ok. Je pense que Ouais. on se dirigerait plus vers un service qui est à prix fixe pour tout le monde. Ouais. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? J'en sais rien. Mais je pense que ça peut être un truc à creuser parce que ça crée des business models qui sont différents, etc. Mm. Est-ce que toi, dans l'architecture d'intérieur, dans le design d'intérieur, appliqué bien entendu à l'hospitality, est-ce que tu vois des choses ou tu t'imagines des choses pour l'avenir de l'hospitality? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plus, ça fait appel à l'observation et. C'est je suis pas devin, donc c'est difficile de répondre. Je pense qu'on va vers de plus en plus de personnalisation. Ok. Dans quel sens? Dans le sens, je pense qu'on va de plus en plus vers des lieux qui sont des marques, et inversement. Euh, et donc des lieux qui racontent quelque chose et qui s'adressent à chacun de manière personnalisée. Ok. Euh, Donc personnaliser l'expérience au sein d'un même lieu. Donc par exemple là on est trois, on aurait tous les trois une expérience différente. Plus ou moins. C'est ça que je vois. Après, les grandes tendances, moi je suis toujours un peu contre. Ouais, je comprends. Ouais. Parce qu'en général, quand on commence à voir une tendance arriver et qu'on l'applique, c'est déjà trop tard. Ouais. Donc, je pense qu'il faut. J'essaye de pas trop me poser la question en fait des tendances et de me renouveler à chaque projet, de vraiment être surprise à chaque projet de ce qui me passe par la tête pour ce projet-là spécifiquement. Mais c'est intéressant si je peux jump in. C'est intéressant parce que tu dis. Moi, je suis un peu, enfin, j'essaie d'être pareil quand je pense à une idée, un concept de manière graphique ou même d'idée. J'essaie de me détacher un peu de ce que je vois. Enfin, je le vois, je me dis, ok, si ça a été fait, ça a été fait. On peut plus rien inventer, etc. Ça, c'est vrai. Mais du coup, comment tu fais? Quel est ton process créatif quand tu fais Namac, par exemple? Tu vas aller choper des références sur les archives, j'imagine, sur des images d'archives qui existent là-bas. Mais comment tu arrives à faire en sorte que ça soit applicable, moderne? Parce que l'avantage qu'une tendance a, c'est qu'elle est prouvée, c'est que ça marche. Oui, Voilà. oui, c'est sûr que c'est sans risque. C'est ça, ouais. C'est sans risque, mais du coup, ça peut être sans valeur aussi. Sans risque, sans valeur. Sans risque, sans valeur. C'est chouette, ça. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à se copier, tous les établissements se ressemblent, et puis, du coup, ça devient lambda. Donc la manière dont je commence chaque projet, c'est que je commence par faire des recherches. Alors en fonction du projet, sur Namac, j'ai fait des recherches sur les marchés perses. Je suis jamais allée en Iran. Je voulais savoir à quoi ça ressemblait.
Et ensuite, comment je choisis certains éléments et pas d'autres, y a pas mal d'intuition. Ouais. Et ça, c'est parfois difficile à expliquer, Ouais. mais en vrai, c'est une grande partie de mon métier quand même. Ouais, du coup, en fait, c'est hyper parce que ce que tu disais au début, tu disais, je fais pas des maths, je fais des, enfin, c'est un métier qui est assez subjectif. Ouais. Et donc, en fait, tu amènes ta patte, tu amènes tes connaissances techniques, tu dis, bah, Mm. ouais, enfin, il y a une poutre là, bah, elle est un peu obligatoire, mais en Ouais. revanche, si on l'habille de cette manière-là, bah, c'est ça, en fait, c'est cette touche-là qui fait. Donc, en fait, c'est un métier entre ce que tu fais toi, c'est un peu à mi-chemin entre architecture et décoration d'intérieur aussi, ou c'est. Ouais, Ouais, enfin, ok. c'est vrai que les gens savent jamais ce que c'est qu'un architecte d'intérieur. Bah, Si je c'est la le moment. fais, si je la Une fais tribune courte, pour Caroline Blanc-Bas. Allez. voilà, un architecte, il construit des bâtiments, un architecte d'intérieur, il pense tout l'espace à l'intérieur, et un décorateur, il vient juste décorer un espace déjà existant. Ok. Donc, dans l'architecture d'intérieur, il y a vraiment la partie plan, organisation de l'espace, gestion des flux, la partie fonctionnelle, et la partie décor, parce que j'arrête pas de répéter, raconter une histoire dans l'espace, Ouais. les matériaux qui à la fois racontent une histoire et à la fois sont fonctionnels, c'est-à-dire durables. Ouais. Voilà, dans un restaurant, il faut que les choses soient résistantes, parce qu'il y a un trafic pas possible, que ça prend des coups dans tous les sens, et qu'il faut que 2 ans après, ça soit toujours propre comme à l'ouverture. Ouais, c'est l'histoire du marbre que tu nous avais raconté. Ouais. Faut pas choisir du marbre. Si vous ouvrez un bar, ne prenez pas de marbre. Non, alors, Conseil de Caroline. J'ai pas dit ça, mais le marbre c'est poreux, donc il peut y avoir des traces de ronds de verre assez rapidement sur un bar en marbre. Il vaut mieux choisir une quartzite ou une pierre reconstituée. Et le choix du coup, en fait, on fait un peu une digression sur le. Mais c'est intéressant parce que je trouve le choix, par exemple, des matériaux, comment tu combines les matériaux. Est-ce qu'il y a une règle ou est-ce que c'est pareil, ça c'est subjectif. Il y a quand même des règles fonctionnelles parce que les matériaux ont des propriétés physiques. Donc il y a certains matériaux qui sont fragiles, donc il faut mettre plutôt en haut d'un mur ou sur un plafond, que d'autres qui sont plus résistants, qu'il faut mettre en comptoir ou en bas. Ça, c'est fonctionnel. Après, l'harmonie des matériaux pour qu'ils créent une ambiance et qu'ils apportent des émotions, ça, c'est plus instinctif. Ouais, ok. Donc la partie fonctionnelle, ça c'est. En fait, parce que c'est lourd, c'est pas lourd, ça risque de se décrocher ou ça risque de se casser. Et la partie un peu plus émotionnelle, c'est est-ce que ça fait joli de mettre, je vais dire une bêtise, mais du marbre avec du carrelage. Oui, voilà. Ouais, ok. Donc on revient du coup sur la partie tendance et l'avenir. Je reformule la question. Est-ce que tu as de plus en plus de demandes qui vont dans un certain sens? Durabilité, j'entends par là des concepts qui sont que tu entends, que tu n'entendais pas avant. Ouais. Voilà. Ouais, alors effectivement, j'ai beaucoup de demandes pour des coffee shops. À Paris, je crois que c'est en train d'exploser. Ok. Et 4 ans après. 4 ans après les grandes capitales. Ouais, c'est ça. Et les cuisines du monde. Ok. Resto perse, resto colombien, resto japonais. Et voilà, tout le monde veut remettre au goût du jour sa cuisine. Ok, trop bien. Je dirais ça. C'est peut-être aussi l'effet qu'a fait peut-être l'effet qu'a fait Big Mama en remettant, en faisant exploser entre guillemets la cuisine italienne, quoi. Ou en tout cas en arrivant à en faire une chaîne qui se duplique un peu partout à l'international, je pense. Mais ouais. Et pour les coffee shops, je pense qu'il en a fallu un ou deux qui ont lancé le truc et qui ont expliqué qu'on prenait pas que le café en comptoir de terrasse de brasserie et qu'on pouvait faire autre chose. Donc, mais ouais, effectivement, tu te balades dans Paris, si t'as un peu de temps cette semaine, Yaya, tu verras qu'il y en a des marques, je crois que Noir, Blondie, Dose, ouais, il y en a. C'est fou. C'est assez fou. Mais en même temps, ça se comprend aussi. C'est une manière d'appréhender la restauration d'une autre façon, puisque du coup, t'as des contraintes opérationnelles qui sont pas moindres, mais tu t'es pas ouvert le soir, tu ouvres le matin tôt, t'as moins de préparation à faire. En tout cas, ça, c'est sur la partie opérationnelle, je dirais. Si tu veux peut-être te faire la main dans la restauration, c'est peut-être un bon moyen de démarrer, quoi. Même les coûts, ils sont... Les coûts, ouais. Mais
Mais pour en tout cas, si, alors ça, peut-être s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des coffee shops, peut-être me diront le contraire, mais je pense que le business model est intéressant quand tu, justement, crées une vraie marque autour de ton café. Et donc, ça s'arrête pas à tes murs, que tu vas retrouver ton café, par exemple, tes grains de café vont être vendus à des espaces de coworking, tu vas vendre du merchandising autour de ta marque, etc. Je pense que c'est là que ça devient très, très intéressant. Parce que sinon, de toute façon, on connaît tous le prix d'un café et je vous laisse faire les calculs de combien il faut en vendre pour à peu près gagner sa vie. Donc, je pense qu'il faut soit avoir beaucoup d'adresses, soit en tout cas énormément développer sa marque. Trop bien. Et est-ce que, du coup, je pose la question comme ça, est-ce que le coffee shop, c'est pas le nouveau bar à bière, le bar à vin? Est-ce qu'on a eu bar à bière, nous, vraiment ici? On n'a pas eu vraiment. En Ah bon, France, il y avait pas? En France, on est plutôt bar à vin que bar à bière. Mais genre les bars à vin un peu concept et tout, il y en a pas en fait tant que ça, je trouve. Je trouve que ça reste quand même assez. Souvent, c'est ça Classique. l'avenir du coup. Hein. Peut-être. Le prochain truc. Il y a eu les bars à vin avec la carte, là, où tu pouvais goûter des vins. Ah oui, ça j'ai vu, ouais. Ça n'a pas fait long feu, ça. Ouais. Enfin, ça n'a pas fait long feu. Peut-être que ça existe encore, mais Ouais. oui, tu avais des bouteilles, tu mettais ta carte, tu avais ta dose, tu pouvais goûter des vins d'exception un peu que tu pouvais pas goûter avant. Ça n'a pas trop duré. Ouais. Parce que les micro-brasseries, en tout cas, enfin pour Bruxelles, donc là on parle de exception, enfin de particularité culturelle. On dit bar à vin en France, pas forcément on dit micro-brasserie en Belgique. Bah, en fait, là-bas, tu fais pas un coffee shop, tu ouvres une microbrasserie. C'est un peu le business. Ouais. Mais parce que vous buvez de la bière à 9h30 du matin avant d'aller bosser ou... À 6h. Ouais, voilà. À 6h, ça dépend à quelle heure tu te lèves. Tu vois, voilà, leçon pour les auditeurs. Adaptez-vous à la demande plutôt que vouloir faire vos concepts. Ouais. Voilà. Ça sert à rien d'avoir des idées, juste s'adapter à la demande. Non, mais blague à part. Donc en fait, ce que tu dis, c'est modernisation des cuisines du monde. Ouais. Donc j'imagine, en fait, c'est des gens qui ont des origines d'origine immigrée, qui sont venus, qui se sont installés, ils ont fait leurs études, etc. Ils en ont marre de faire de la finance et ils se disent j'ai un peu de sous de côté, j'aimerais bien ouvrir un... Et le coffee shop. Ok. Donc ça, c'est les deux gros trucs que tu entends le plus. Que moi j'ai. Après, ça fait pas loi universelle, mais... Non, c'est pas loi universelle, mais c'est juste intéressant. Je m'attendais pas à ce dispatch-là. Ok, bah écoute, trop bien. Est-ce que Lucas, toi, tu as des questions à rajouter? J'avais une question, mais ça c'est plus une question peut-être de termes techniques. On a parlé tout à l'heure de scénographie et de décoration d'intérieur ou architecture d'intérieur. Quelle est la grosse différence? Est-ce que une décoratrice d'intérieur est scénographe? Est-ce qu'une scénographe est décoratrice d'intérieur et vice-versa? Je dis ça parce que j'ai travaillé dans l'événementiel avant et du coup on travaille avec des scénographes. Mais voilà. Ouais, alors la scénographie c'est plus c'est plus pour des choses éphémères. Des expositions, des événements, donc c'est pas les mêmes matériaux et les mêmes mises en œuvre. C'est ma vision du truc, hein, mais l'architecture d'intérieur c'est plus pérenne. On crée des lieux qui vont durer 5, 10, 15... On espère pour les clients. Voilà. Sauf si vous suivez les tendances, et là, ça dure que 2 ans. Ça peut. Mais parce que ça rejoint ce que tu disais quand on s'était eu la première fois, c'était vraiment d'essayer de créer des expériences un peu immersives dans chaque restaurant à travers la déco. Et c'est exactement, enfin c'est ce que font aussi les scénographes sur leur partie création au moment d'événements éphémères. Tout à fait. C'est le même métier, mais pas dans la même durée, en fait. Ok, d'accord. Je dirais. Ok, très bien. Ça répond à ma question. Bon, je pense on touche au bout. Là, on va passer à des petites questions qui sont plus sympas. Ouais. Qui sont moins des tests. Okay. Mais quand même. On a une petite tradition pour conclure. On a ce qu'on appelle des snap questions, où tu dois répondre le plus vite possible. Ok. Voilà. Avec le moins de mots possible. Est-ce qu'on commence assez simplement? Mais là, j'ai déjà la réponse devant moi, mais les gens ne le voient pas. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Thé. Pourquoi? J'aime pas le café. Ok. Quel est le meilleur, le plus beau, le plus stylé des concepts d'hospitality dont tu as fait l'expérience cette année? Paris, ailleurs, peu importe. Cette année, Hando, c'est des hand rolls. Okay. Ouais. Parce que
c'est un tout petit restaurant dans le 6e, tu as juste un bar et les hand rolls sont faits à la minute Ah, trop devant bien. toi pour chaque personne. Et entre le moment où le chef dépose ton hand roll dans ton assiette et 3 minutes plus tard, il n'a plus le même goût, le même craquement de l'algue. Ouais, Donc c'est vraiment super personnalisé, je trouve ça assez chouette et l'espace est très sympa aussi. très sympa. Ok. Ils viennent de nous offrir le 2e d'ailleurs. Ta prochaine destination de voyage? France, j'ai pas de voyage lointain, je rentre juste du Japon. T'étais où? J'ai fait 3 semaines, je me suis baladée un peu partout sur l'île principale, mais Tokyo, Kyoto, la Première fois? montagne. Ouais, première fois. T'as bien aimé? Ouais, c'était cool. Ouais, c'est chouette. C'est un sacré pays. Quelle est la couleur que tu détestes le plus quand il faut travailler? Violet. Violet. Ok. C'est violet aubergine ou violet? Genre, Violet, violet. ok. Genre tout le camailleux de violet ou genre juste le. Genre lui, lilas? Non. Bof. Ah ouais, ok. Ouais, on a vraiment une aversion, quoi. Si vraiment il faut et que ça marche avec le. Mais si un avec client, il te l'histoire, dit, moi, je ah veux bah, un truc je respecte. Purple Haze, genre j'ouvre un je- coffee shop CBD, je respecte les. je prends pas le projet. Non, je respecte les envies de mes clients et si ça fait sens, je Ok. travaillerai avec du violet, mais j'aime pas ça. L'élément dans un hôtel qui te fait le plus dire, c'est vraiment chouette ici. Ça peut être un espace, ça peut être un objet, ça peut être plein de choses. Le bar, Le bar, ok. Parce Ouais. que. parce que c'est sympa. Ouais, ouais. C'est un lieu de convivialité, ça parle du reste de l'hôtel. Mhm. Euh, Ok, le bar d'hôtel. On a eu déjà la salle de bain ouais, c'est vrai de aussi. la chambre d'hôtel. On a eu le lobby. Ouais. Et là, le bar. Donc, on commence à faire un hôtel. Quelqu'un qui dira la chambre un jour. Tout le monde s'en fout de la chambre. La fonction principale n'est pas du tout remplie. Genre, les gens ne retiennent pas du tout la chambre. Si tu devais décrire ton style de travail, design, etc., d'architecture d'intérieur, en un seul mot, ou en architecte, une référence, ou peu importe. Je dirais coloré, Ok, mais pas violet. mais pas violet. Ouais. Ok, coloré. La meilleure destination de... Si on doit trouver une inspiration de design. Mexico City. Mexico City. Mm. Ok, c'est pourquoi? Parce que Parce c'est coloré, j'imagine. que c'est coloré. Ouais. Non, j'adore cette ville. Ouais. Parce que il y a plein de trucs. Enfin, il y a à la fois des bâtiments super authentiques et à la fois ils sont super forts en design contemporain. Ok, Et il y a vraiment des concepts super là-bas. ok, bon, trop bien. Bah, Mexico City. Je suis allé 2 fois. J'adore. Il n'y a aussi. que moi ici qui y peut aller, ouais. Ouais. Ok. Quel est l'hôtel ou l'endroit, enfin l'hôtel ou le logement ou l'hébergement où tu es resté, enfin où tu as dormi, où tu t'es dit, voilà, ça me met quand même c'est un niveau, tu sens que ça soit genre vraiment du palace, etc. Mais Ouais. juste tu te dises, putain, c'est quand même très chouette. Et bah, au Japon, j'ai dormi dans un temple bouddhiste. Ok. Et c'était super chouette. Alors, non pas parce que c'était confortable, j'ai très mal dormi, mais parce que c'était hyper authentique et que c'était une vraie expérience. Les moines nous ont fait la cuisine et apporté le dîner à 5h30 de l'après-midi. Mm. Le lendemain matin à 6h, c'était prière Ok. avec explication derrière voilà, qu'est-ce que c'est le bouddhisme, etc. Le soir, couvre-feu, les portes du temple qui ferment. Je sais pas, c'était assez dingue comme expérience, hors du temps. Et bon, je dis que j'ai mal dormi, mais on a dormi sur des futons. C'était pas hyper confortable, Tout est une question c'est d'habitude, au c'est fait. aussi une expérience. En Ouais. fait, t'arrives dans la chambre, t'as que des tatamis, tu vas dîner, tu reviens, les futons sont installés. Donc c'était vraiment Ouais. l'expérience qui était intéressante. Mais tout est une question d'habitude, parce que si eux ils dorment Oui, dessus, bah. oui, non, je suis sûre que ça Ouais. peut être confortable. Ok, bah c'est chouette. Moi, j'imaginais déjà Enfin, tu le racontes bien, du coup, j'avais déjà l'image en tête. Dernière question. Mhm. Et là, c'est le test. Oula. You fail or you pass. Ok. Quelle est ta définition de l'hospitality? Ou l'hospitalité? Bah, je pense que c'est l'expérience d'être reçu quelque part. Ouais. Donc se sentir accueilli,
voyager, Mhm. que ce soit dans le temps, dans l'espace. Enfin, je veux dire, on peut voyager à la porte à côté de chez soi, Ouais. mais se sentir transporté Mhm. quelque part et s'y sentir bien. Ok. Trop bien. Bah écoute, Et passer un bon moment. Bah, écoute, c'est trop bien. Et bah là, on va conclure. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. C'était trop bien. Premier test en français, je pense que c'est plutôt chouette. On va rester en français, je crois. Bah après, en fait, c'est juste que ça, enfin, l'anglais, ça ouvre plus de portes à des gens qui sont plus internationaux, etc. Donc c'est quand même, les deux se valent. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Sur mon site internet, Ouais. On le mettra dans la description, ouais. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram. Je Ok. poste pas mal de choses sur LinkedIn. Assez active, ouais. Ouais. Un peu comme Lucas, ouais. 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 Non, Voilà, trop bien. Pour des tips. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut lancer un concept de Ouais. coffee shop, de bar à vin, Ouais. qu'est-ce qu'on avait dit d'autre, de cuisine du monde ou de resto étoilé, si tu devais donner un conseil à Anne-Sophie Pic, non, blague à part. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer en concept, ce serait lequel? Raconter une histoire dans votre espace. Ok. Bah, c'est un bon conseil. Et la dernière question, et après je te laisse conclure. Tu voudrais voir qui dans le prochain épisode? Ça pourrait être intéressant d'avoir une graphiste. Une graphiste? Ok. Du coup, ta graphiste? Ouais, moi je. Bah, ouais. Allons-y. Bah, trop bien. Bah, mets-nous en contact avec elle. Donner son contact. Et bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Dis-nous ce que t'en as pensé et si t'étais contente, pas contente. Non, si, c'était intéressant. J'espère que j'ai pas trop eu de blanc. Non, pas du tout. Non. C'était hyper chouette de t'avoir avec nous. Bah, merci. Get a Room is not just a podcast, it's also a creative powerhouse dedicated to elevating brands in the hospitality industry. From luxurious hotels to relaxing bed and breakfasts, we are mastering the art of capturing the essence of a brand and translating it into consistent immersive experiences that leave a lasting impression.